Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétarien? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Patrick Hernandez. On a parlé à retrouver Patrick Hernandez dans la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon. Bienvenue chez Patrick Hernandez à la Patelette. Ils sont loin les dance floors. Aujourd'hui, Patrick Hernandez vit au rythme du chant des cigales et de la campagne provençale. Avoir été un des artisans de ce courant musical qui s'appelle le disco n'empêche pas d'aimer effectivement la nature, le côté bucolique des choses. Si son tube est planétaire, Patrick Hernandez lui est resté très France profonde. Voilà un coin qui s'appelle la place de l'apéro, parce qu'effectivement il y a le côté convivial qui est pas loin. Il y a un four à pizza, il y a un barbecue sympa pour faire des choses pour les copains, pour vivre en famille, pour passer du bon temps. Au milieu de ce paradis, une place de choix est évidemment laissée à la musique. Donc voilà l'antre du musicien en fait que je suis. Donc là, il y a toutes mes copines, les guitares, il y en a dans tous les coins. Et c'est l'endroit où je viens tranquillement faire de la musique. Sur le mur, une photo souvenir. C'est une photo pour moi, en tout cas, qui fait partie de l'histoire. On est en train d'écouter effectivement Born to Be Alive, qui est en train de se faire, qu'on est en train de fabriquer à ce moment-là. Fort du succès de Born to Be Alive, Patrick Hernandez continue de composer des morceaux, mais uniquement pour le plaisir. Même si je ne fais pas de commerce avec ma musique, j'ai quand même un besoin viscéral d'écrire. Donc ce genre de choses me servent à me rassurer, à me rasséréner en me disant, ben voilà, je peux encore écrire des chansons, je peux encore faire de belles choses. Patrick partage sa vie avec Laetitia. C'est elle qui gère aujourd'hui sa petite entreprise. Il y a l'artiste, il y a la gestionnaire, et après on se retrouve effectivement pour savoir si on est OK pour mettre Born ou l'un de ses titres, notamment Born, sur une campagne publicitaire, sur un long métrage, un court métrage, un documentaire. C'est l'heure d'aller faire les courses, et dans le village, tout le monde le connaît. Bonjour. Ça, c'était mon boucher favori. Ils sont deux d'ailleurs. Bonjour. Vous voyez qu'ils se ressemblent quand même un petit peu. Je suis un petit peu le casse-pied de service parce que justement j'adore les bons produits et je veux toujours des choses un petit peu pointues. Il aime les bonnes choses, il aime bien manger. Mais on ne peut pas le tromper parce qu'il reconnaît tout de suite les bonnes pièces du boucher. Merci voilà. Messieurs. Je vous en prie. Passage obligé chez une commerçante particulièrement fan. Vous allez bien madame? Oui, voilà. J'y ai dansé sur cette fameuse chanson. J'y ai dansé. Oui. Moi, je sais que quand on l'entend, ça fait... Même moi, ça me fait de l'effet, pour rendre compte.
après, alors nous, c'est sûr. Midi, retour à la maison pour préparer le déjeuner. Et le compositeur change d'instrument. Pour faire la cuisine proprement, nous allons mettre un pot au tablier. C'était une casserole qui appartenait à ma mère. C'est une casserole qui a mon âge, grosso modo. Donc la matière grasse, les petits oignons, le riz que l'on va rajouter. Ensuite, on va y mettre le vin blanc et ensuite, on y mettra le bouillon. Et on va faire parallèlement de très jolis champignons que l'on va mélanger avec ce joyeux risotto et on va se régaler. Mon épouse cuisine extrêmement bien aussi, mais c'est une telle passion chez moi que j'ai de temps en temps du mal à lui laisser le piano. Voilà. Allez-y. Ce petit risotto aux girolles est prêt, cher ami. Bon appétit. Avant de prendre congé, Patrick, généreux, nous invite à toucher son porte-bonheur. Je conseille à tout le monde de toucher ce pommeau de canne car il porte bonheur. Je l'ai touché, il m'a porté bonheur. Le monde danse encore sur ses rythmes disco, la preuve que 30 ans après, Patrick est toujours live. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrick Hernandez. Patrick, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes né le 6 avril 1949 au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, père d'origine espagnole, pharmacien, mère d'origine austro-italienne. Alors, études à l'ancien CEG Pierre Curie, puis au lycée de Gonesse, bon élève. Au départ, vous voulez devenir prof d'anglais. Tout à fait. Et c'est pour ça que vos parents vous envoient en Angleterre, dans le Kent. Erreur, parce que là-bas, vous découvrez les Beatles et la Britpop, quoi. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Ça, je veux faire ça. Alors là, vous commencez à jouer de la guitare, adieu les études, la musique s'empare de vous. Alors, en 1968, vous devancez l'appel au service militaire, vous devenez secrétaire du chef d'état-major maritime de Toulon, pas très rock'n'roll quand même, ça. Mais je préférais ça quand même à faire l'épluchage de pommes de terre dans la cuisine. Ouais. Donc en fait, j'étais un peu implanqué dans cette histoire, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était pas ma voie, quoi, finalement. Ouais. Et donc j'ai résilié mon contrat avant la fin des classes, donc très rapidement. Voilà. Et là, vous revenez à la musique, vous perfectionnez à la guitare dans des orchestres de bal, principalement dans la région de Périgueux. Tout à fait. Quelques années plus tard, vous montez à Paris pour une audition chez les disques Flèche, la société de Claude François. Et là, vous rencontrez une Claudette qui vous conseille de rencontrer un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel, PPH, qui cherche un guitariste-chanteur. Ils sont très inspirés par les Beatles et franchement, ça me mange. Ouais. Et donc, je me dis, je vais vraisemblablement signer avec Flèche, mais je vais quand même rencontrer ces gens. Ouais, ouais. Et après la rencontre, très rapidement, je me rends compte que je vais partir avec eux, écrire des chansons et Vous ne signez pas avec Claude François. Et je ne signe pas avec Claude, non. Alors, le groupe PPH va sortir 3,45 tours sans grand succès. Et en 1974, il prépare un album sous la houlette d'un producteur belge nommé Jean Van Loo, associé à un producteur français qui s'appelle Jean-Claude Pellerin. Et c'est à cette époque que vous écrivez Born to be Alive. Donc cette chanson, en fait, au départ, vous inspirez de Born to be Wild de Steppenwolf. Alors, Born to be Wild, effectivement, je chante Born to be Wild en me disant, je ne peux pas garder ce titre, il va falloir que je trouve autre chose. Ouais. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Alive, ce qui est un pléonasme en anglais, mais finalement qui va faire sa petite carrière par la suite. Au départ, cette chanson, c'est un rock. Hein. Vous allez la chanter 3 ans avec Paris Palace Hotel sous sa forme rock. En 1978, PPH se dissout, vous repartez dans le Périgord, dans une cabane. Vous étiez Babacool à l'époque ? Oui, je fais partie de la génération des Babacool. Effectivement, je vis dans les bois pendant un moment avec une hache à la tête du lit pour éviter les incursions dans ma cabane. Et je vis d'eau fraîche et même pas d'amour puisque je suis seul dans ces bois, dans cette cabane. Alors, vous êtes en plein trip bucolique quand le fameux producteur belge Jean Van Loo vous appelle. Il vous demande de le rejoindre en Belgique, à Ohain, au studio de Marc Arian, au studio Cathy, pour enregistrer une chanson intitulée Making Love. Tout à fait. Et là, pendant une pause, vous fredonnez Born to be Alive en vous accompagnant à la guitare. Et c'est ce Jean Van Loo qui vous dit « Mais pourquoi t'en fais pas un morceau disco ?»
Alors pour vous, c'est un crève-cœur, parce que vous aimez le rock. Pour moi, c'était vraiment un gros mot à l'époque. Et j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour me faire à l'idée qu'on pouvait effectivement enregistrer cette chanson d'une manière disco. Alors lui, il vous demande de la faire un peu comme la chanson de Sylvester qui s'appelle You Make Me Feel, qui a une disco un peu accélérée en plus. Il nous donne un certain nombre de références de façon à ce qu'on se base là-dessus. Et il me dit surtout, tu as une feuille de route, tu vas aller jusqu'au bout, même si ça ne te plaît pas, tu vas jusqu'au bout de la feuille de route, fais-moi plaisir, et ensuite tu feras ce que tu voudras une fois qu'on aura le squelette de la chanson tel que je le veux. Je joue le jeu parce que j'ai 30 ans et que je me dis, bon, voilà. Vous sentez que vous avez un truc fort quand même? Non, honnêtement, j'ai tellement cette chanson dans la tête, je l'interprète depuis tellement longtemps déjà, que je me dis, qu'est-ce qu'il veut à cette chanson? Pourquoi fait-il comme ça une fixette là-dessus, quoi? Lui, il dit, c'est une bombe atomique que nous avons là. C'est-à-dire, lui, il s'en rend compte tout de suite. Hein. Le premier soir, quand je rentre avec la maquette, on a fait une maquette à Gemap dans le petit studio de maquette d'Adamo. Et je rentre avec un petit bobino et je fais écouter ça effectivement à Jean Vandelot qui me dit « Tu as fait une bombe atomique ». Alors vous n'êtes pas au bout de vos peines. D'abord, il y a beaucoup de travail en studio, 9 mois. Ensuite, pendant 2 mois, Jean Vandelot se fait rembarrer de toutes les maisons de disques quand il arrive avec le souple. Finalement, il décide de fabriquer lui-même le disque, mais ça ne marche toujours pas. Et c'est là que le fils de Jean Vandelot pense à presser un maxi-single pour les DJs. Alors, il y a cette opération, effectivement, il y a une opération ratée avec les DJ, parce que le tempo de Born to Be Alive, qui est du 133 BPM, est vraiment très très rapide par rapport à tout ce qui se fait à l'époque. Et donc, nous vidons les pistes. À chaque fois qu'on essaye Born to Be Alive dans une discothèque, on vide littéralement la piste. Catastrophe atomique. C'est une véritable catastrophe. Donc, toutes les maisons de disques ne veulent pas du titre. Les gens qu'on connaît un petit peu dans le showbiz ne veulent pas non plus en entendre parler. On veut changer mon nom. Parce que Patrick Hernandez, on dit, mais c'est quoi cette alliance d'un prénom irlandais avec un nom de pied noir? Il faut absolument l'appeler autrement. On a même dit que ça faisait bon espagnol. Donc c'est très aimable. Voilà, tout ça, jusqu'au jour où un label italien distribue le titre, et Born to Be Alive devient numéro 1 en Italie, disque d'or. Merci aux Italiens. Parce que nous étions, pour être très honnêtes, à 2 doigts d'abandonner l'histoire. Ensuite, il y aura l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, enfin c'est mondial. En 79, CBS France distribue le titre, il est numéro 1 pendant 4 mois en France. Ensuite, il y a l'Angleterre, les USA. Vous avez vendu 25 millions de disques dans le monde. 25 millions de disques, et donc ce titre est arrivé numéro 1 dans 23 pays. Je crois les 2 seuls numéros 1 qui m'ont échappé sont la Hollande, où je suis arrivé numéro 3, je crois, 4, et l'Angleterre, bien évidemment, puisque l'Angleterre est toujours à côté de ce qui se fait au niveau de la mode, où je suis arrivé numéro 9, quand même dans le top 10 en Angleterre, ce qui est extraordinaire pour un Français. Là, vous entamez une tournée de promo mondiale qui vous amènera au Chili, au Japon, en Australie. Vous avez chanté Born to Be Alive plus de 1000 fois à la télévision. J'ai l'impression qu'on a toujours autant de plaisir, moi, à la chanter, et le public à l'écouter. C'est mortel. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez ce look de mi-lord, de mi-meneur de revue avec canne et gilet, alors qu'en fait, ce look avait été étudié pour une autre chanson. Qui était une espèce de disco cabaret, un petit musical, quoi. Musical, tout à fait. Et donc, je m'étais dit, tiens, si je dois interpréter cette chanson à la télévision, je crois que le fait de mettre un costume de meneur de revue, ce serait bien vu, quoi. Je me suis donc fourni une canne, un gilet, un pantalon à pince, un petit chapeau. Et au moment de faire ma première télé sur Born, j'étais un peu pressé par le temps. Je n'avais pas de look particulier. Et donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et c'est devenu un véritable trait de marque. Alors, il y a une légende tenace mais fausse qui veut que Madonna ait été votre choriste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait un casting de danseuse à New York pour trouver une troupe là-bas, pour pas être obligé de l'emmener depuis l'Europe. Alors déjà, effectivement, il est faux qu'elle ait chanté avec moi, puisqu'à l'époque, elle n'était pas chanteuse. Elle est devenue chanteuse par la suite. Elle était simplement danseuse. Elle est venue à Paris. Nous habitions 32 boulevard de Courcelles, chez Jean-Claude Pellerin. Et donc, elle a passé chez Jean-Claude Pellerin à peu près une année. Nous étions très copains, tous les deux. En prévision d'une sortie éventuelle d'un disque, j'ai fait quelques séances de photos avec elle, en copain. Donc, on est partis en vacances ensemble en Tunisie. Mais copain. Copain.
copain. Madonna était une petite brune. Moi, je suis plutôt branché sur les très grandes blondes. Donc, rien à voir. Et donc, nous avons fait des très très jolies photos qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit, puisque au bout d'un an, elle a décidé de retourner aux États-Unis chez elle. Il n'y avait aucun morceau qu'on lui proposait qui lui plaisait? Alors à l'époque, elle était très très branchée sur tout ce qui était rock, punk, new wave. Et donc, d'une manière un petit peu rigolote, mes producteurs de l'époque lui proposaient à peu près ce qu'elle a fait par la suite. Mais on voulait lui faire chanter de la pop rock et elle en voulait pas en entendre parler. Elle voulait faire Blondie plutôt. C'était plutôt dans cet esprit-là. Il faut dire que c'était une petite brunette avec des épingles à nourrice dans les oreilles, les cheveux très très courts, les t-shirts donc tailladés. Elle était vraiment dans cet esprit-là et elle voulait pas entendre parler du tout de pop à l'époque. Et en plus, elle ne voulait pas, au début, elle ne voulait même pas chanter. Donc elle voulait faire du théâtre, du cinéma. Oui, c'est ça, elle voulait faire de la danse, du cinéma, du théâtre. Et en fait, est-ce que c'est pas en voyant les limousines et les palaces dans lesquels vous prélassiez qu'elle a eu envie de faire de la chanson? Ma foi, je pense que si j'ai pu lui apporter une petite chose, je pense que je lui ai au moins apporté ça, c'est-à-dire que de temps en temps, moi je suis un grand fan de McCartney, donc je jouais très très régulièrement des chansons de McCartney avec ma guitare acoustique, et elle chantait avec moi et je lui disais, tu vois, tu le fais naturellement très bien, fais-le, chante quelque chose. Et je pense qu'à force de lui dire, et à force effectivement de voir que finalement la vie d'un chanteur numéro 1 dans le monde entier était pas, voilà, c'était pas mal quoi, hein, finalement, peut-être que ça lui a sonné une petite cloche et que par la suite elle s'en est servie. Ainsi donc, les 3 minutes 9 secondes de Born to be Alive ont fait de vous une star mondiale. Quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là? Bien évidemment, mes parents ont été très très fiers de moi. Et je m'amusais d'ailleurs comme un môme, comme un enfant, à appeler maman à n'importe quelle heure de Chicago, de Rio de Janeiro, de Santiago du Chili. Et elle était très très fière de ça. Donc vos parents étaient fiers, vos amis, ils ont dû être scotchés, non? Il y a des gens qui ont toujours un petit peu de mal à comprendre que quand on est dans une aventure comme ça, on a au moins de temps à leur consacrer. Donc j'ai perdu quelques amis, il faut dire, à l'époque. Mais bon, vraisemblablement, ce n'étaient pas des vrais amis, donc ça n'est pas très grave. Et ceux qui sont restés sont toujours mes amis. Ils l'étaient avant, pendant, et ils le sont encore maintenant. Et les mecs du groupe Paris Palace Hotel, comment ils ont réagi? Ils ont très très bien réagi et ils savaient bien que de toute façon la version que nous avions fait avec le producteur était quelque chose que nous n'aurions pas pu nous réaliser. De la même façon, la carrière de Madonna n'aurait pas pu se faire si elle était restée en France. Elle aurait peut-être fini pour faire un disque, mais bon, les choses doivent se faire à l'endroit où elles doivent se faire, au moment où elles doivent se faire. Et je pense que les gens du groupe Paris Palace Hotel ont bien, et ce sont toujours mes amis d'ailleurs, ont bien réagi. Vous les voyez toujours? Bien sûr, bien évidemment. Avec les médias, comment ça s'est passé? À l'époque, ayant fait vraiment quelque chose de retentissant, c'est-à-dire pour un Français, c'est absolument exceptionnel d'avoir fait un parcours pareil, j'ai trouvé que j'étais fort boudé par ce qu'on appelle la presse sérieuse. Donc en fait, j'ai eu bien évidemment toutes les presses de jeunes de l'époque, mais la presse de l'époque... Mais jamais Rock et Folk. Mais jamais Rock et Folk, jamais Elle, jamais Jour de France, jamais Paris Match, jamais des choses comme ça. Ou alors j'ai trouvé que c'était dommage parce que pour une fois qu'un Français faisait réellement quelque chose, notamment aux États-Unis, et que ça n'était pas pipoté comme ça l'est souvent, que là, il y avait vraiment des résultats qui étaient tangibles, quoi, on aurait pu faire un petit quelque chose, quoi. À l'époque, vous gagnez de l'argent? Je gagne beaucoup d'argent à l'époque parce que je vends beaucoup de disques d'une part et que je suis l'auteur et le compositeur de la chanson. Donc effectivement, dès l'année 79 et surtout l'année 80, l'année d'après, au niveau des droits d'auteur, ça commence effectivement à être extrêmement sérieux, quoi. Mais à l'époque, le master vous appartient pas, il appartient au producteur. Alors le master appartient au producteur, qui touche lui son droit de producteur, et l'édition surtout, qui est un poste très important dans les droits d'auteur, ne m'appartient pas à l'époque. Vous avez refait un master après, non? Alors j'ai en 2000 refait un master puisque j'avais un contrat de 20 ans où je n'avais absolument pas le droit de refaire une version de Born to be Alive. Et donc j'ai refait un master à l'identique de façon à pouvoir être propriétaire de ma chanson. Et j'ai récupéré en plus mon droit d'édition, ce qui fait que maintenant je suis 100% propriétaire de ma chanson. Au niveau amoureux, ça devait être une folie, non?
Oui, ça a été un petit peu une folie, effectivement. Ouais, non, bah, j'imagine. D'autant que j'étais célibataire et que j'étais assez joli garçon, il faut bien le reconnaître. Et donc, ça a été, chaud. Restons-en là. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Surtout la surprise au départ de l'explosion de cette chanson. Donc là, j'ai été à la fois sur les fesses de voir la rapidité à laquelle la chose s'est passée, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on me disait, demain tu es à Vienne, en Autriche, pour faire une télé. Je pensais très honnêtement aller faire de la promo. Et quand j'arrivais devant l'hôtel, il y avait 150 personnes massées devant la porte de l'hôtel. Donc je me disais, il doit y avoir Rod Stewart, ou il doit y avoir McCartney, ou il doit y avoir... Et non, les gens m'attendaient moi, parce que j'étais déjà numéro 1 dans le pays. Et le pire moment de cette époque? À l'époque de Born, en 79-80, ça n'est que du bonheur, quoi. Ouais. Vraiment que du bonheur. Alors ensuite, vous allez composer votre premier album dans les avions, pendant la promo de Born. Vous enregistrez un disque dès que votre emploi du temps le permet, s'appelle Back to Boogie. Ça marche gentiment, mais beaucoup moins bien que Born to be Alive, effectivement. Pareil pour votre deuxième album. Est-ce que là, vous vous dites, bon, bah, finalement, voilà, j'en ai fait une, ça me rapporte de quoi vivre, j'arrête? À l'époque, non. À l'époque, j'ai vraiment des velléités de faire d'autres choses, d'autant que je suis un compositeur assez généreux, oui. Et donc, j'ai plein de chansons. Et malheureusement, je pense que plus le tube est énorme, plus il est gros, et plus le poids est énorme aussi par la suite. Donc, il a fallu un certain nombre d'années pour que je me sorte de cette situation. Mais à l'époque, j'ai franchement des velléités de faire autre chose. Et à ma grande satisfaction, CBS aux États-Unis me dit, le disco, c'est mort. Ouais. Donc tu sais ce que tu vas faire de la pop et tu vas faire de la pop rock puisque ça tu sais bien faire. Ouais. Et moi je suis heureux comme un poisson dans l'eau parce que je me dis ça y est, enfin on va arrêter de parler de disco, quoi. Et nous faisons un album et cet album nous coûte la peau des fesses. On va à Londres, on va à Atlanta, on va à Nashville, on fait venir des musiciens américains à Bruxelles, on vit dans un château, enfin un truc de fada. Et au moment de livrer l'album, une erreur de parcours, il faut dire ça aux jeunes, quoi. Quand on n'a pas le titre sur un album, il vaut mieux le retenir. Et j'aurais dû, même à la limite en tant que compositeur, dire « Ok, je ne peux pas le faire, je ne suis pas en état, donc je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, comme Kim Carnes, par exemple. » Bette Davis Eyes, c'est son moteur de son album, c'est un des seuls titres qu'elle n'a pas écrit, elle l'a fait écrire par quelqu'un d'autre, mais enfin, bon voilà. Vous avez manqué le titre. Ce qui fait que les Américains m'ont dit « Il est bien ton album, Patrick, mais bon, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi ?» Alors depuis, vous vivez des droits de Born to be Alive, alors 1 500 € par jour, c'est bien? Honnêtement, s'il y a bien quelque chose que je ne fais plus pour de l'argent, c'est ce métier. Donc je fais tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui, je le fais pour le plaisir de le faire, vraiment très honnêtement. Vous êtes nostalgique de l'époque de Born to be Alive, non? J'ai aucune nostalgie parce que j'ai vécu quelque chose d'absolument exceptionnel, que j'ai fait de l'introspection pendant assez longtemps, et suffisamment longtemps pour me dire que c'était une épopée absolument incroyable, improbable, comme on dit aujourd'hui, et je suis absolument ravi de l'avoir fait. C'est quelque chose que je n'aurais jamais rêvé de faire. C'est sûr. Quelle merveille! Quelle merveille d'avoir fait un standard. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je pense que je ne referai pas l'erreur du deuxième album, effectivement. Puis, au niveau de la vie, ce que vous auriez sans doute préféré, c'est vendre 1 million d'albums pendant 25 ans plutôt que 25 millions d'albums en un an, non? On dirait, mon Dieu, quelle carrière extraordinaire, alors que là, on a plutôt tendance, de temps en temps, à dire, tiens, c'est un coup. Alors, évidemment, le coup est un coup de maître, mais bon, voilà, ça reste quand même un coup pour certaines personnes. On en rêve, hein. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? À part Born to be Alive, évidemment. Non, je pense qu'il faudrait écrire CJ, l'homme heureux. Ouais. En tout cas, moi, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Patrick. Merci. J'accueille Olivia Adriaco. Un beau matin, vous vous apprêtez à sortir. Un dernier coup d'œil au miroir, un petit coup de peigne et des poux.
pas de panique. Même si c'est désagréable, un pou, ça n'a jamais mangé personne. C'est juste un petit insecte qui s'installe sur notre cuir chevelu pour s'y goinfrer tranquillement de sa nourriture préférée, le sang. Le pou n'a pas d'ailes et ne saute pas, mais il est en revanche très futé. Un simple contact de bonnet à écharpe, par exemple, lui suffit pour changer de tête. Il faut donc être vigilant. Si ça gratouille et si ça chatouille, passez tout de suite vos cheveux au peigne fin. Tout le monde en a parlé à retrouver Olivia Adriaco à Biarritz, où elle passe aujourd'hui la moitié de son temps. On est sur la grande plage de Biarritz, enfin en tous les cas on y va. Le rituel du matin, c'est la balade avec son chien. Mais ils nous annoncent du mauvais temps, on a du beau temps, enfin c'est toujours un peu le contraire. Et en tout cas ça peut vraiment changer dans la journée. Le matin il fait beau et puis l'après-midi ça va être un peu couvert, ça va se dégager, demain il va refaire 30 degrés. Dans tous les cas la température est bonne. Allez, une tête. Ouais. Loin de Paris, Olivia continue d'aimer l'agitation de la ville. À Biarritz, elle a ses habitudes de quartier. Là, on va au bar du marché. Alors, on va boire un petit café. Salut François. Bon, mais t'as fait une belle acquisition. Oui. Sympa. Tu as trouvé ça où? J'ai trouvé ça ce matin sur un marché à la brocante. Ah oui, c'est sympa, dis donc. Ouais, très bien. Ah, c'est un peu très sympa. Des années 30. Ah oui, ouais. Extra. Ah, il y a encore des petites trouvailles à faire. Hein. Bon, t'as déjà fait tes courses? J'y vais. Toi, c'est fait? Non, j'y vais. Tu vas aussi? Je bois un petit café d'abord. Bon. Ouais, tout à l'heure alors. Ouais, à bientôt. Je l'ai rencontré simplement comme ici ce matin, autour d'un café avec des amis qu'on avait en commun. C'est quelqu'un d'assez complexe et de très intéressant. Oh, je viens, ouais, tous les... Quoi? Chaque fois que j'ai besoin de courses, à vrai dire. J'achète que du frais. Et je vais ouais. J'ai des petits commerçants, ça, j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Et puis le dimanche matin, c'est assez sympa. Question cuisine, Olivia a aussi ses bons plans. Est-ce qu'il est là? Alors ici, on fait la queue pour manger la meilleure andouille. Vaut mieux arriver tôt parce que généralement... c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long et puis il y en a plus surtout. On fait ce qu'il faut pour que le client reparte content quand même. Voilà, regarde. Bien le quand il arrive et qu'il me dit il n'y en a plus. Voilà, tu l'entends, t'as le sourire. Bon, ma chérie, merci beaucoup. À plus tard, ciao. Ça va la voix? Oui, ça va, je viens faire un petit coucou. Mais oui, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Ah, ça fait un petit moment, moi je suis en répétition, tu sais, je chante. On m'a dit. Mes cornichons. Ouais, il faut que je te prenne tes cornichons. Dans les Landes, Olivia se sent bien à l'écart de la télé, proche du terroir, en toute simplicité. Oh, c'est super bon. Super. Dans cette ancienne ferme ayant appartenu à Luis Mariano, à 2 minutes de Biarritz, Olivia s'adonne à son plaisir favori, l'équitation. Salut ma beauté. Allez, viens. Tourne. Salut. Alain Roland est le propriétaire de ce haras. Olivia, c'est une très bonne cavalière, passionnée bien sûr, et amoureuse du dressage et des chevaux ibériques. Aujourd'hui, Olivia, fille adoptive de la région, est devenue la marraine du polo du Pays Basque. Un polo entre copains, comme elle dit. L'autre passion d'Olivia, c'est la musique. À son actif, elle a déjà 2 albums et prépare depuis une semaine un concert à l'Atabal, une salle réputée de Biarritz. Ouais. Okay. Et tu veux faire les accords avec moi? Non, je te prends. Et là, pour entrer les 2 guitares, il n'y a pas encore la batterie. Et toi, tu vas arriver. La musique, elle y consacre aujourd'hui toute son énergie, contrairement à certains. À Biarritz, la carrière d'Olivia s'écrit désormais sur un autre air.
Et maintenant, la lumière se rallume sur Olivia Adriaco. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé, Olivia. Alors, vous êtes née le 5 février 1966 à Paris, père d'origine italienne, qui vendait des machines à écrire et des dictaphones. Ouais. Et votre mère travaillait avec lui, en fait. Tout à fait. Ouais, puis vous avez quand même 4 enfants à s'occuper, 2 filles, 2 garçons. Alors, très jeune, le théâtre vous attire. À 14 ans, vous entrez au Conservatoire d'art dramatique pour préparer La Rue Blanche. Mais votre passion pour la chanson prendra le dessus. Votre grand-mère adorait la chanson, non? Oui, elle chantait dans les cours, dans les cours d'immeuble. Elle est née en 1924, elle est toujours là. Ouais. Et elle disait à votre bon cœur, messieurs, dames, et elle attendait que les pièces tombent. Mais c'était toujours, surtout pour le plaisir de chanter. Voilà. Alors, dès l'âge de 16 ans, vous décidez d'être chanteuse, ou tout du moins de vivre de votre voix. Vous faites des pubs, vous faites des dessins animés, vous êtes choriste. Et à 17 ans, vous enregistrez votre premier disque. Vous faites un 45 tours de reprise. Ça marche pas trop? J'ai fait un premier duo avec Al Sanders. Ouais. Et voilà, tournée Radio Monte Carlo. Quand même. Voilà, mais bon, tout petit succès, hein, tout petit. Ouais. Alors là, vous refaites choriste, mais cette fois avec Dave, avec Carlos, avec Gilbert Montagnier. Oui. Donc là, c'est en suivant les tournées Radio Monte Carlo. Ouais. Et donc, bien, tout simplement, c'était les artistes du podium. À l'époque, il y avait ces podiums-là, la tournée Europe 1, la tournée RMC, etc. Ouais. Et j'ai d'excellents souvenirs parce que c'était très, très festif. Ouais. Ouais. Et là, en 1990, vous faites de la plongée au Mexique et vous rencontrez le réalisateur de Taratata, Gérard Policino, qui vous parle de M6. La petite chaîne qui montait, cherchait des animateurs et il vous conseille de faire un casting. Alors j'étais un peu surprise parce que la télévision, pour moi, c'était vraiment une inconnue totale. Et d'ailleurs, j'ai raté mon premier casting. J'ai raconté une histoire drôle parce que sur M6, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ça à l'époque. Ouais. Et il m'a dit, c'est pas grave, il y en a un autre. Et puis là, du coup, comme j'ai Vous avez mieux préparé la deuxième fois. Oui, voilà. J'ai commencé à m'entraîner devant une caméra. Et puis, bon, j'ai été sélectionnée. Et il y en avait 10, un garçon, 5 filles, pour présenter des émissions musicales. Vous aviez envie de faire la télévision? Non. Non. Pas du tout. Ouais. J'y suis allée comme oui, ça. Voilà, parce que quand il m'a proposé ça, j'ai trouvé ça un peu incongru. Et puis il m'a dit, mais cherche des filles comme toi, tu verras, c'est pas compliqué. Ouais. Et puis du Mexique, je te rappellerai. Puis finalement, il a fait. Ouais. Donc c'est un peu grâce à lui, finalement. Mais c'est vrai, c'est toute votre carrière, ça. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de télévision sans vraiment être fan de ça et en voulant faire de la chanson, en fait. Oui, et puis, en fin de compte, la télévision, au départ... c'était un peu spécial pour moi. Je savais pas trop ce que je faisais là, ce qui allait se passer. J'avais une petite émission en direct, voilà. Vous aviez Hit, Hurrah. Pas facile à dire. Ouais. Destination musique, Destination vacances, Les Matins d'Olivia, et puis surtout pendant 3 ans Haute Forme, qui était pas mal. C'était une super émission, c'était tout à fait novateur, l'écran coupé en deux, avec la bonne et la mauvaise Olivia, sur les petits bobos quotidiens. Tout à fait, et il y avait plein de petites choses vraiment ingénieuses avec ces scénettes. Ouais. Alors, votre truc, c'est la chanson. D'ailleurs, en 1996, toujours Gérard Policino vous propose de remplacer Nagui dans Taratata. Et là, vous voulez pas, pourquoi? Eh bien, Haute Forme démarrait vraiment fort. Ouais. Et en plus de ça, j'ai dit à Nagui, d'abord, ça va être difficile que je m'assoie dans ton fauteuil. Ouais. La deuxième chose, c'est que je ne serai jamais invitée dans cette émission. Ah oui. Donc, en tant que chanteuse, c'est pareil, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Et c'est Alexandra Kazan qui s'y est collée. Voilà. Vous avez regretté ça? Non. Non, j'ai pas regretté finalement. Alors, vous restez sur M6, vous faites Pourquoi ça marche avec Laurent Veil. Oui. Mais vous n'avez pas oublié votre vocation première. En 1999, vous montez sur scène à nouveau. Et là, vous dites, grâce à la télé, je n'ai plus le souci de gagner ma vie avec la chanson. En même temps, le problème de gagner de l'argent à la télé, c'est que vous n'êtes plus obligé de réussir dans la chanson aussi, non? Alors, moi, je faisais pas de la musique pour une histoire de notoriété. Parce que ma tête à la télévision, je la voyais. Donc, c'était juste que, c'est une fois, quelque chose qui vous travaille, avec des choses que vous avez envie d'exprimer. Et la musique, pour moi, c'était simplement le plaisir et le bonheur de chanter et d'être sur scène avec des musiciens. Donc, c'était pas le problème qu'on me reconnaisse ou pas. C'était pas ça. Alors, vous avez des chansons à ce moment-là, vous avez beaucoup de mal à les enregistrer. Et vous constatez que le fait de vous appeler Olivia Adriaco, finalement, ça ne vous aide pas. Ben non. Ça aide pas forcément. C'est-à-dire que, évidemment, on vous reçoit.
Mais on vous prend pas au sérieux parce que y a beaucoup de gens de la télévision qui veulent se lancer dans une autre carrière, et notamment la musique. Ça complique un peu les choses. Et puis surtout que j'ai pas un répertoire, je dirais entre guillemets, extrêmement populaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les gens de la télé qui font de la chanson, c'est des trucs faciles. C'est de la dance, c'est de la variette. Vous, c'est du pop-rock, donc c'est compliqué. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus sérieux, un petit peu plus lourd à entreprendre, et puis ça coûte cher aussi. Donc c'est un gros investissement de la part des maisons de disques aussi. Il y a un pari un petit peu lourd d'investir sur quelqu'un de la télévision dans ce domaine-là. Vous voulez faire de la chanson, mais pourtant vous cédez aux sirènes de TF1 qui vous proposent Vidéogag. Pourquoi? Eh bien... Parce que vous n'aviez pas de télé chez vous, vous n'aviez jamais vu Vidéogag. Si, j'avais déjà vu Vidéogag, mais je sais pas pourquoi. Voilà, la première fois, j'ai refusé. Oui, avant. Et puis la deuxième fois, j'ai dit, bon, pourquoi pas, on verra bien. Et puis ça a duré. Vous dites, en fait, j'ai pas quitté M6 pour l'argent, c'est pas mon genre, j'ai gagné très bien ma vie sur M6, en fait. Oui, je la gagnais mieux sur M6 que sur TF1. Et votre famille, a bien vécu tout ça? Oui. Et vos potes? Vos potes rockers? Ils étaient habitués, finalement. Ils étaient habitués de me voir déjà depuis un certain nombre d'années. Donc non, ça n'a pas changé grand-chose. Quels ont été vos rapports avec les médias? Je trouve que les choses se sont un petit peu plus compliquées. Bon, je faisais vraiment partie de la chaîne. J'avais un contrat de chaîne sur M6. Après, quand je suis arrivée sur TF1, c'était la première fois que je travaillais avec des producteurs indépendants. Donc là, les rapports sont un petit peu différents et c'était pas du tout le même sentiment. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire ce qu'on veut. Voilà, on suit une espèce de mouvement. Contrôlé, en fait. On est contrôlé. Oui, on est contrôlé. L'argent, vous avez gagné de l'argent à ce moment-là? Oui, j'ai bien gagné ma vie, mais comme un bon cadre, quoi. Et l'amour? Cette célébrité, ça a attiré des garçons? J'étais déjà en main, en fin de compte, quand je suis arrivée sur M6. Donc, c'était le papa de ma fille. Et puis après, quand j'ai quitté M6, j'ai rencontré quelqu'un dans la musique. Et et puis l'histoire continue toujours. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous n'avez pas eu beaucoup d'aventures dans votre vie? Non. La télévision ne vous a pas apporté énormément d'histoires d'amour? Je pense que si j'avais voulu, j'aurais pu, mais voilà. Je suis sûr. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Toute l'époque du vinyle, des tournées Radio Monte Carlo, de ces tournées où on partait 2 mois et demi. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Voilà, vraiment là, ça, c'était sympa. Vraiment. Je pense que ça ne reviendra plus jamais. Et j'ai gardé d'excellents souvenirs également d'M6, de tous ces débuts sur M6. Ah oui, c'était formidable. Et le pire moment? De la télévision? Je dirais que c'était plutôt après. Vous dites on n'obtient pas toujours l'émission idéale qu'on veut présenter. Ça aurait été quoi l'émission idéale que vous vouliez présenter? J'étais bien sur Haute Forme. J'étais assez surprise que ça s'arrête en fin de compte. C'était plus une histoire de bis-bis entre le producteur et la chaîne qui ne nous concernait pas. Cette émission était assez idéale. J'aurais bien continué sur ce chemin-là, rester dans le magazine. Alors là, on ne vous voit plus sur les grandes chaînes, mais vous continuez à faire de la musique. Alors vous dites, je ne suis pas pressé, de toute façon, je crois qu'une carrière n'est jamais arrêtée. Donc vous persévérez. Oui, mais j'ai la tête dure. J'ai la tête dure, oui, je continue toujours. Le disque sortira en 2004, financé par vous, sur un label que vous créez vous. Et comme c'est très personnel, ça n'a pas un grand succès populaire, il faut bien le dire. C'est très difficile. Je voulais pas qu'on affiche une étiquette, parce qu'effectivement, M6 m'avait proposé aussi à l'époque. Ils avaient monté M6, avec les disques, etc. Bon, je voulais pas avoir cette étiquette de chaîne. Je voulais pas non plus l'avoir avec une autre chaîne. Et donc, je voulais vraiment. Je n'avais pas envie qu'on me dise, voilà, tu dois chanter ci, et tu dois faire ça, et être comme ci et comme ça. Donc, je voulais être comme j'avais envie d'être, dans mon costume bien taillé, comme une seconde peau. Donc, j'en ai fait à ma tête. Et donc après Vidéogag, vous travaillez sur Vivolta, vous faites une émission qui s'appelle Ma Maison, sur NT1 aussi. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque? Nostalgique, oui, c'est le mot. Je la regrette pas, mais c'est vrai que ça reste de bons souvenirs, mais je suis contente aussi que les choses prennent une autre tournure. Si c'était à refaire, alors est-ce que vous accepteriez pas un contrat d'M6 musique ou de... Est-ce que vous ne mettriez pas un petit peu plus d'eau dans votre vin? Est-ce que vous croyez que j'ai besoin d'en mettre un peu? Je sais pas.
Non, je pense que j'ai vécu 100% télé et j'ai envie de faire 100% musique maintenant. Je vais en tous les cas essayer d'aller dans ce sens-là. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur votre tombe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive? Vous allez me manquer. Oh, c'est gentil. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Olivia. Merci beaucoup. Merci Thierry. J'accueille Jean-Claude Drouot. On en a parlé à retrouver Jean-Claude Drouot en banlieue parisienne. La terre que Thierry Lafronde foule aujourd'hui est celle de son jardin potager qu'il entretient quotidiennement. J'y passe les journées, une journée entière. Depuis, après le petit déjeuner, je reviens déjeuner et quand la terre s'émiette comme ça aussi. Proche de la nature, Jean-Claude le jardinier met un point d'honneur à cultiver bio. Évidemment que je cultive sans engrais, sans pesticides, je fais des composts. Tous ces produits ne sont pas poussés. Dans le verger, l'homme est connaisseur. C'est un raisin qui est un peu bizarre parce qu'il mûrit très inégalement. Alors je ne cueille pas la grappe. J'invite les uns et les autres à faire vraiment à prendre les fruits les plus mûrs. J'ai ramené un petit cadeau pour ma femme. Tiens, tu veux porter à maman? À l'orée du jardin, nous retrouvons son fils Renaud. Voilà. Voilà. Ça va? Oui. Bon? Tout va bien. Bon? Je les ai récoltés ce matin. Parce qu'il ne faut pas trop les laisser à l'humidité parce qu'après, elles commencent à pourrir. Et Jean-Claude nous invite dans la demeure étonnante qu'il occupe depuis qu'il a tenu le rôle de Thierry Lafronde. Alors ici, c'est une ancienne ferme, mais au 19e. Et ça a été transformé, cette verrière, c'était un artiste peintre dont c'était de l'atelier. Alors ici, c'est mon atelier aussi, qui est en pleine bourrasque de création. Voilà, ça va. Après-demain, je pars, je vais donner un travail que j'ai fait sur Jean de La Fontaine, homme libre et libertin. La Fontaine nous donne une jouissance, d'une délicatesse, d'une subtilité magnifique, merveilleuse. C'est délicieux, c'est de la musique pure. L'ancien pensionnaire de la Comédie Française a pour projet de jouer en compagnie de Renaud la pièce qu'il a écrite, Mozart, père et fils. C'est le père qui écrivait le plus. Puis à l'époque, c'était pas des SMS. Je veux dire que quand on écrivait vraiment. Alors ces lettres, il les connaît par cœur. Ce qu'il a écrit, il connaît par cœur. Il les a tellement lus et relus. Voilà, c'est ça le principe. C'est vraiment Mozart, père et fils, et Drouot, père et fils. Oui, non, mais j'ai Les rapports sont les mêmes, oui. En gros, je me fais engueuler pendant 1h30. Voilà, ça c'est l'humour de mon fils. Pour Jean-Claude, l'heure est à la pause sieste. C'est pas de longue sieste, mais c'est le moment de la frontière. C'est-à-dire qu'après, mentalement, je me dirige vers la représentation du soir. En route pour de nouvelles aventures. Sa nouvelle aventure, c'est la mise en scène de la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt, dans laquelle joue Francis Lalanne. Bonjour, vous êtes là? Ça va? Trop bien. Trop bien? Trop bien. Bien. Toute sa vie, il l'a concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur sa passion, sur le théâtre, passion qu'il animait, qu'il a toujours animée. Et je pense que toute sa vie, il a été fidèle à cette passion. Tu suis Francis. On se rejoint là.
Et Sergio, voilà, c'est ça, Sergio. 50 ans plus tard, Thierry Lafronde est bien loin. Jean-Claude Drouot est tout entier dévoué à la noblesse du théâtre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Claude Drouot. Jean-Claude, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 17 décembre 1938 à Lessines, en Belgique, père wallon, mère flamande, mais vous dites « Je ne choisis pas entre les deux communautés, elles forment notre pays ». C'est un Belge profond et définitif. Voilà. Je n'ai jamais souhaité demander ma naturalisation, qui pouvait sembler évidente. Le tempérament profond, je crois qu'il est flamand, chez moi. Alors, votre famille est dans la minoterie, hein. Les Drouot prospèrent dans la farine. Famille aisée? De bonne bourgeoisie. Mon grand-père disait, on descend du général Drouot. C'était une fierté. Bon, en fait, le général Drouot, Antoine Drouot, qui est une très belle figure, magnifique, le sage de la Grande Armée, comme on l'appelait, n'a pas eu d'enfant. Difficile de descendre de quelqu'un qui n'a pas. Mais par contre, l'aïeul vérifié, l'aïeul direct, c'est le frère du père du général Drouot. Voilà. Alors, enfance et adolescence sans histoire, hein, vous faites vos études à l'Athénée d'Ath, et à 18 ans, vous vous retrouvez à l'Université libre de Bruxelles, où vous entendez suivre en même temps des cours de droit et de médecine. Oui, c'est bizarre. Certaine ambition, quand même. Oui, non, c'est pas de l'ambition, c'est de l'inconscience. C'était médecin parce que c'était pour faire plaisir à maman. Et puis le droit, mais c'était... Oui, j'avais fait un tournoi, gagné un tournoi d'éloquence avec pour thème la délinquance juvénile. Alors j'avais eu l'envie d'être juge pour enfants. Oui, voilà. Et puis j'ai vu le TNP, Jean Villard. Et voilà. C'est l'école des femmes, non? Oui, l'école des femmes avec George Wilson, qui a été mon professeur par la suite. Et ça a été le déclic, en fait. Ah, complet, définitif. Définitif. Oui. Alors, après une formation au Jeune Théâtre de l'Université libre de Belgique, vous entrez, en 1959, au cours de Charles Dullin à Paris. Les professeurs, c'était les acteurs du TNP. George Wilson, Alain Cuny, Jean-Pierre Darras, enfin bon. Georges Leroy, qui avait été le professeur au conservatoire de Gérard Philippe. Alors, dès 1962, vous interprétez des tragédies classiques, des grandes œuvres de Molière. Et là, de 1963 à 1966, vous allez devenir Thierry de Janville, dit Thierry Lafronde, feuilleton à succès de l'ERTF, créé par Jean-Claude Deray, qui lui-même joue d'ailleurs dans la série Messire Florent, qui est le père de Zabou Bretman, qui joue Isabelle. Oui, Zabou, je l'ai connue, elle avait 2 ans et demi, elle était comme ça. Oui. Alors, l'histoire, c'est Thierry Lafronde qui s'est juré de délivrer le roi de France, Jean le Bon, qui est prisonnier des Anglais. C'est un peu Robin des Bois. C'était le Robin des Bois français, voilà, comme on l'identifiait, oui. Thierry fichait la pâtée aux Anglais. C'est une série que le général de Gaulle adorait, m'a-t-on dit, comme ça. Et quelqu'un, un jour, m'a même rapporté une anecdote, assez récemment, disant, oui, j'étais dans la voiture du général, on avait été bloqués, il devait aller probablement à Colombey, les 2 églises, etc. La voiture était bloquée par une manifestation paysanne. Et puis, au bout d'un certain temps, le général se tourne vers son aide de camp. Bon, il lui dit, écoutez, on va faire venir Thierry Lafronde, il va nous libérer ça vite fait, bien fait. Oui. Vous vous rendez compte, de Gaulle qui dit qu'il faut faire venir Thierry Lafronde. Nicolas Sarkozy, quand il supprime la publicité sur France 2, qui dit ce qui était bien, c'était Thierry Lafronde, c'est quand même incroyable. Oui, il avait marqué l'histoire de la télévision comme ça, avec ce feuilleton. Le président Sarkozy avait l'âge, oui. Il avait. Alors vous dites, sur le tournage, on se battait en duel comme des gamins. Oui. Mais c'était pas un problème de passer de Racine, de Corneille, de Molière à un feuilleton télé pour vous? J'étais en répétition de cette pièce d'Euripide, Le Reste, et le metteur en scène, Robert Guez, avait vu 500, 600 jeunes comédiens pour distribuer son personnage. Alors, j'y vais, moi aussi, envoyé par les cours d'art dramatique. Et
au bout de 5 minutes, Guez me dit « Vous êtes un archange déchu ». Bon, alors je dis « Ah bon, très bien, bien ». Alors je lui dis que je préparais la pièce. Bon, écoutez, si ça vous amuse, demain je fais passer à tel endroit, c'était derrière les Invalides, des essais. Si ça vous amuse, venez. Bon, j'y suis allé. Et aux surprises, je vois 7 jeunes Apollons, tous blonds, on ne peut plus blonds, aux yeux bleus ou verts. Bon, j'étais de vilain petit canard là-dedans, comme ça je voyais bien la différence. Et puis j'y suis allé comme dans mes jeux d'enfants. Oui, voilà. Bien sûr, avec fougue, avec enthousiasme, et ça a complètement perturbé l'idée qu'ils avaient de leur personnage. Et puis, donc, ils ont gardé le meilleur à leurs yeux des 7 archanges blonds aux yeux verts. Et moi, on a refait des essais et j'ai reçu un télégramme me disant « On espère ne pas se tromper, mais c'est vous qu'on choisit. » Voilà. Alors là, bon, vous devenez une star, effectivement. Je me souviens, c'était exceptionnel, Thierry Lafronde, c'était vraiment... J'ai connu ce que connaissait Claude François, etc. Voilà, au début, c'est le Père Noël. Ouais. Les premiers mois, c'est étonnant. Je veux dire, on en a plein les mirettes. Surtout à l'époque, en plus, il n'y avait pas la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Non, il y avait une chaîne. Voilà, on était une star de la télé, on était la star. Ah oui, oui. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage? Vos parents, par exemple? Oh, mais maman était très fière. Oui. Oui. Alors, vous voyez, ce qui peut être un contrariant, j'avais une tante qui, un jour, je vais leur rendre visite. Ils avaient un petit chien ridicule. Et puis, elle me dit, je l'ai appelé Thierry. Voilà. Et avec les médias, comment ça se passait à l'époque? Un collectionneur, il n'y a pas longtemps, m'a apporté en 1 an, ou 1 an et demi, j'ai eu 25-30 couvertures de magazines. Donc c'est dire, mais moi-même, j'étais même pas conscient. Ça me semblait normal. Oui. Mais assez vite, quand le business s'est engouffré là-dedans, parce que c'était un gros succès, ça ne m'a pas plu. Ouais. Vraiment. Vous avez gagné de l'argent avec cette série? Non. Non. Vous aviez un salaire d'acteur, c'est tout? De jeune acteur. Mais j'aurais pu en gagner beaucoup. On m'a fait des propositions, mais aberrantes. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté des conquêtes, non? Oui. Mais enfin, je n'en ai pas abusé. Non. Non, parce que vous pouvez en parler, il y a prescription maintenant. Oui, il y a prescription. Mais ce dont je suis vraiment profondément le plus fier, c'est qu'avec Claire, ma femme, nous en sommes à 51 ans de vie commune. Et en tout cas, c'est elle qui a résisté à ce qui pouvait être une fragilité ou des tentations, parfois pas totalement réprimées, des choses comme ça. Quel était le meilleur moment de cette époque, Jean-Claude? C'était un grand jeu. C'était un grand jeu. On était... C'est les combats dans la forêt. C'est ça qui vous reste comme le meilleur souvenir. Ah oui. Et puis les galopades. Ça oui. Et le pire moment de l'époque? Au bout de 2 ans, j'ai décidé de ne pas continuer. Bah oui, c'est ça, oui. Voilà. Eh bien, je peux vous dire qu'après vraiment cette avalanche de renommée, d'intérêt médiatique, et je disais, bon, mais merci, ça a été formidable, je vais apprendre mon métier. Eh bien, il n'y a pas eu un journaliste pour dire, ah ben, c'est bien ce garçon, il veut apprendre son métier. On trouvait que j'étais fou, qu'avec une chance pareille qui arrive une fois tous les 20 ans, c'était les commentaires, on n'a pas le droit de cracher dans le chaudron, etc. Alors ensuite, Agnès Varda vous propose d'être la vedette de son film Le Bonheur. C'est pour moi une fierté formidable. C'est mon premier film de cinéma. Et je me suis promis, je dis, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, je vais être fidèle à la qualité de cela. Et un jour, 1 an après la sortie, à l'Olympia, j'étais voisin de Jacques Brel et de Marie Laforêt, et au concert de Sammy Davis Jr. Et en sortant, Brel me dit, j'ai vu Le Bonheur, ça, c'est bien. Il n'y a pas eu tellement de films après Le Bonheur? Non, pas en France. J'ai tourné avec Claude Chabrol, La Rupture, William Klein. J'ai tourné avec Tony Richardson. Ouais. J'ai tourné avec Richard Burton. Ouais. J'ai des anecdotes parfois épouvantables. En fait, votre truc, c'est le théâtre, quoi. C'est le théâtre. Alors, au théâtre, vous faites d'abord Le Cimetière des voitures d'Arabal en 67, grand moment. Ensuite, son Jardin des délices en 69.
mis en En scène par Claude 1970, Régis, oui. c'est Eva Perron de Copie. Est-ce que vous êtes sur scène au théâtre de l'Épée de Bois, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, quand les péronistes viennent attaquer le théâtre? Ah ben, j'étais sur scène. Ah ouais. Oui, j'ai connu. Ah, oui, C'est incroyable, ça a été un commando de péronistes hein, et qui taguait sur les murs Perron ne sera pas sali, comme ça. Hein, et moi, j'étais très maquillé. Et puis, je me souviens d'un type avec une grande barre de fer. Disant toi le PD, tire-toi ou on te casse la gueule, comme ça. Ils avaient commencé à mettre le feu au théâtre. Bien sûr. Alors en 1984, vous êtes nommé à la tête du Centre dramatique de Reims par Jack Lang. En 85, directeur du Théâtre national de Belgique. Et vous revenez au feuilleton télé avec des gros succès, les Rois maudits, dans lequel vous incarnez Gaston Phébus, Les gens de Mogador, La rivière Espérance. Oui, de beaux rendez-vous, très beaux. J'ai été vraiment gâté très régulièrement. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque de Thierry Lafronde, quand vous étiez une énorme star? Non. 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 Et je sais très bien qu'aucun projet ne pourra, je le sais depuis longtemps, ne pourra jamais concurrencer avec le destin de ce personnage. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ça m'invite simplement à essayer de donner le meilleur de moi-même au jour le jour. Et puis voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'aurais souhaité faire de meilleures études secondaires. Voilà, soudain, ça s'est effondré. Ça ne m'intéressait plus. Probablement que c'est la chrysalide, comme vers un ailleurs. Mais j'ai acquis un énorme goût de la lecture et de la culture des anciens, etc. Et là, je me dis... Sapristi, vraiment. Hein, si j'avais pu... là, j'ai l'impression maintenant d'avoir à rattraper des années perdues. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Jean-Claude? À côté de moi, le nom de ma femme quand viendra son tour. Très beau. Merci. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean-Claude. Merci. Merci à vous. Et maintenant, j'accueille Georges Malbruno. C'est fait, c'est sûr, c'est officiel. Christian Chesneau, 37 ans. Georges Malbruno, 41 ans. Depuis 124 jours exactement, nous vous montrons tous les soirs ces visages d'otages. Eh bien, c'est terminé. Les deux hommes ont donc retrouvé la liberté aujourd'hui. Les voilà, enfin. Christian Chesneau en premier, Georges Malbruno juste derrière lui. Souriant, alerte, ses premières images sont rassurantes. On va bien, on a vécu une expérience difficile, parfois très difficile, mais on n'a pas perdu espoir et on avait confiance dans l'action des autorités françaises. On a réussi à surmonter un certain nombre de difficultés. On était deux avec Christian, on a réussi à parler avec les ravisseurs en arabe, à un petit peu faire retomber la tension de temps à autre et on a tenu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tout le monde en a parlé à retrouver Georges Malbruno à la sortie d'un TGV Gare de l'Est à Paris. Je suis allé participer hier en fin d'après-midi à une conférence à l'ENA sur le printemps arabe. Les taxis, c'est pas bon ? Le grand reporter, ancien otage en Irak, est pressé. Ce matin, il a une mission de la plus haute importance qui démarre dans son appartement familial du 14e arrondissement. Georges Malbruno doit emmener sa fille à l'école. C'est vrai que le matin, il y a un partage des tâches assez... Maman, ma cocotte. Loin du bureau, Georges n'a Dieu que pour sa fille Romane. T'as bien dormi? Tu viens, cocotte? Après l'école, Georges Malbruno s'octroie quelques minutes pour un café dans une brasserie voisine, un moment de détente indispensable pour le journaliste. Ça casse un peu le rythme. C'est vrai qu'on a un peu quand même un rythme à Paris assez effréné, donc il faut se donner des moments un peu de répit et de repos. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Le café bu, il se rend en bus à la rédaction du Figaro. La journée de travail a déjà commencé. Oui, bonjour, j'ai l'impression que tu n'es pas à Paris. C'est une entrée en matière un peu soft. Georges Malbruno travaille pour ce journal depuis son retour en France il y a 6 ans. J'avais été otage en Irak du 20 août 2004 jusqu'au 21 décembre 2004. Et donc j'avais
J'ai pris ensuite 3 mois de repos et puis avant de prendre mes fonctions au Figaro, je m'occupe du Moyen-Orient. Arrivé au bureau, le journaliste apprend une triste nouvelle. Putain, assassiné à Gaza. Hier, je crois qu'il y a eu des menaces de la part de ce groupe djihadiste qui le détenait, qui menaçait de l'exécuter si le Hamas ne libérait pas un certain nombre de leurs prisonniers. Et puis là, c'est la première fois quand même qu'il y a une exécution, quoi. Le sort de l'otage italien renvoie évidemment Georges à sa propre histoire. C'est vrai que cette affaire est derrière moi, mais quand j'apprends des nouvelles comme ça, c'est vrai que ça fait mal. Donc quand je dis bordélique organisé, ça veut dire que pendant une semaine, je laisse les choses s'accumuler, puis au bout d'une semaine, eh bien, on fait le ménage. Voilà, ben, quand j'arrive, je commence par balayer un peu l'actualité de la dernière 24 heures. Quoi. Le matin, je lis l'Herald Tribune, Financial Times, le Wall Street Journal, un peu la presse française, et puis je reçois une revue de presse arabe, quoi, qui est traduite. En tant que spécialiste du Moyen-Orient, c'est lui qui va traiter de la mort de l'otage. Donc je vais faire le papier sur l'assassinat de ce pauvre Italien à Gaza par ses ravisseurs. Bon, voilà, je passe quelques coups de téléphone à Gaza. Bon, bah, ça va faire une journée chargée. Le déjeuner aussi sera consacré à l'actualité. Oui, c'est un ami avocat français qui s'est installé à Bagdad il y a environ 6 mois. J'essaie d'avoir le déjeuner assez souvent avec mes sources, quoi, avec des contacts, quoi, comme tout journaliste. Hein. Bonjour Pierre. Bonjour, vous allez bien? Bonjour monsieur. Monsieur Malbruno. Et il a invité quand même l'an dernier. Les deux hommes s'intéressent de très près à l'Irak, mais confidentialité des propos et des sources oblige, leur conversation restera secrète. Bon, bah, je crois que maintenant on va parler de choses sérieuses, à l'abri des regards indiscrets. 3 heures plus tard, nous retrouvons Georges Malbruno à son bureau. Son article rédigé, il se consacre maintenant à son blog, L'Orient Indiscret. Le blog, ça complète bien le papier, l'activité journaliste papier dans un journal, parce que c'est plus ouvert, puis c'est un flot ininterrompu. Un site qui a remporté le prix du meilleur blog étranger. Je vous disais, parfois, dans le journal, maintenant, on a moins de place, c'est vrai, que dans le passé. Donc, bien, il y a certaines informations qu'on ne publie pas. Donc, moi, je les mets sur mon blog. Donc, voilà, ça évite d'être frustré, quoi. L'Orient, la guerre et ses atrocités, Georges Malbruno, l'ancien otage, réussira-t-il un jour à s'en défaire? Et maintenant, la lumière se rallume sur Georges Malbruno. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parlait. Bonsoir. Alors Georges, vous êtes né le 2 avril 1962. Vous avez passé votre enfance dans l'Allier, dans la ferme familiale de Montéguet en Forez, famille d'agriculteurs de père en fils depuis plusieurs générations. D'ailleurs, vos parents, Jean et André, étaient agriculteurs. Voilà. Jeune homme, vous faites du théâtre, vous jouez au foot, puis vous montez à Paris, vous suivez les cours de l'Institut pratique de journalisme, dont vous sortez diplômé en 1986. Alors, vous débutez au service politique de La Croix, ensuite vous travaillez à l'AFP, et là, en 1993, c'est le tournant de votre vie, vous prenez de passion pour le Proche-Orient, et avec en poche la bourse de lauréat du prix Hachette, vous enquêtez durant 4 mois sur l'émigration des chrétiens de Terre Sainte, et vous découvrez Jérusalem, et vous décidez d'y rester. Je m'occupais de politique intérieure, vous l'avez dit, bon, l'UDF, Giscard, etc. L'horizon était un peu bouché, donc j'ai eu envie de m'élargir l'esprit. Je suis allé à Jérusalem, et là, j'ai presque ressenti comme un appel. Et donc, à partir de là, je suis retourné souvent. Et en 93, effectivement, j'avais une petite amie jordanienne chrétienne, j'ai gagné la bourse Hachette, et je suis allé là-bas pendant 4 mois. Et c'était au moment des accords d'Oslo. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, je vais m'installer ici. Donc, en janvier 94, je suis parti avec ma 205 de Paris. J'ai pris le bateau en Italie et je suis arrivé à Jérusalem un 27 janvier 94. Et puis voilà, et puis l'aventure a commencé. Alors d'abord, vous êtes rabatteur pour Europe 1. Rabatteur. Ensuite, vous proposez à Europe 1 de devenir leur correspondant du côté palestinien. Ouais. En 2000, vous êtes correspondant pour Le Figaro, pour Ouest France, pour l'Est républicain,
pour RTL, pour RFI. Enfin, vous devenez le Manitou voilà, sur la région. Si vous voulez, en 94, quand il y a eu 2 entités qui se sont créées, l'entité donc israélienne qui existait, palestinienne, etc., il y avait beaucoup de journalistes avant, franco-israéliens notamment, qui couvraient les Palestiniens sans y aller. Moi, j'ai dit à Europe, je vais couvrir le côté palestinien. Ouais. Et donc, j'ai couvert. Et puis, bon, j'ai élargi mon portefeuille. Et c'est vrai que c'était assez copieux à la fin. Oui, vous étendez vos activités à l'ensemble du Proche-Orient, en vous déplaçant en fonction de l'actualité. Et vous êtes en Irak au début de l'intervention américaine. D'ailleurs, il faut signaler au passage que votre connaissance de la région vous permet d'annoncer la mort d'Aloïs Brunner en Syrie, ancien dignitaire nazi, qui s'était réfugié là après la Seconde Guerre mondiale. Et là, le 20 août 2004, alors que vous vous rendez en reportage à Nadjaf, au sud de Bagdad, en compagnie de votre confrère Christian Chesneau et du chauffeur syrien Mohamed Al-Jandi, à 9h45 du matin, vous êtes capturé, embarqué dans le coffre d'une bagnole, quoi, voilà. Hein, ligoté, les yeux bandés. Ben oui, c'est un basculement dans la nuit. Ah ouais, et voilà, on essaie de pas trop paniquer sur le coup, et puis de se dire que on est parti pour 2-3 jours d'un voyage un peu difficile, et puis essayer de voir le bon côté des choses quand même, quoi, pas trop paniquer d'emblée. Puis ensuite les choses vont se corser. Vous êtes conduit dans une ferme où les ravisseurs planquent les otages qu'ils ont ramassés sur la route nationale toute proche. Et tout le monde est voilé là-bas. Ben, tout le monde est cagoulé, on voit aucun visage. Hein, et d'ailleurs, ils nous l'ont dit après, ils me disent, si jamais vous voyez un visage, c'est très mauvais signe, ça veut dire qu'on va vous exécuter. Donc moi, aujourd'hui, je serais incapable de reconnaître tous nos ravisseurs, peut-être un si, parce qu'un jour, j'ai vu, mon bandeau était tombé, donc j'ai vu son visage. D'ailleurs, il m'avait vu, l'avoir vu, il m'a dit, si tu m'as reconnu, attention, etc. Mais sinon, ils étaient toujours, effectivement, cagoulés, et donc on ne les apercevait jamais. Alors, 8 jours plus tard, sur Al Jazeera, vous annoncez que vous êtes détenu par l'armée islamique en Irak, qui exige l'annulation de la loi sur la laïcité, cette loi qui interdisait le voile islamique à l'école. Le gouvernement français a 48 heures pour annuler cette loi. Effectivement, ils nous ont dit, vous savez, la France, la patrie des droits de l'homme, blablabla, et puis à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez de cette loi si jamais vous êtes exécuté, etc. Donc nous, on en a dit tout le mal qu'on pensait, évidemment, de cette loi. Tout le monde s'étonne de vous voir pris en otage. Par ces gens-là, parce que vous aviez la réputation d'être assez proche d'eux, finalement. C'est-à-dire, moi, j'avais vécu 10 ans en Israël, Palestine, en Irak. On leur a dit, nous, très clairement, quand ils nous ont interrogés, qu'est-ce que vous faisiez là? On a dit, nous, on est journalistes français. Vous savez, nous, la France était contre la guerre. C'est une occupation illégale, résistance légitime. Donc, on n'a pas eu à se forcer. Et donc, ils ont été convaincus, d'ailleurs. Donc, il fallait bien, on leur dit, nous... Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Donc c'est là où je pense que lors d'une réunion entre eux, ils se sont dit, tiens, si on soulevait l'histoire du voile. C'était assez machiavélique. Le 31 août, le Comité des musulmans, qui est la principale organisation sunnite d'Irak, demande aux ravisseurs de vous épargner. Il y avait quand même une volonté, aussi bien en France avec la déclaration du président Chirac que le Comité des musulmans, une volonté quand même de vous épargner. Ah oui, tout à fait. Non, il y avait eu une mobilisation énorme, parce qu'à partir du moment où il y avait cette menace sur nous, Chirac a eu très peur, comme il était l'artisan de la non-intervention française. La presse anglaise commençait à ricaner, dire voilà, 2 journalistes vont se faire exécuter. Donc, et puis nos ravisseurs, qui on l'a appris après, étaient finalement assez politiques, ont très bien compris tout le parti pris qu'ils pouvaient retirer, notamment en termes de médiatisation. Et là, ils ont joué, ils ont tiré sur la corde jusqu'à vraiment l'affaire casser, quoi. Et ils nous disaient, d'ailleurs, nous disaient, vous êtes plus connus que le président de la République chez vous, il y a des manifestations partout, etc. Alors bon, nous, on disait, ça nous fait une belle jambe, etc. Mais en fait, c'était assez vrai. Alors là, il y a la rocambolesque affaire Julia, avec Philippe Brett, donc là, un député français qui se met en tête de négocier directement avec les ravisseurs pour vous faire libérer. C'est un type qui a voulu, un député qui a voulu utiliser ses anciennes relations avec les réseaux sadamistes, qui n'est pas un mauvais bougre, après on l'a vu, mais qui s'est fait un petit peu enfumer par ses 2 collaborateurs, dont Philippe Brett. Donc voilà, bon, il a essayé, il s'est mal pris, parce qu'évidemment, il a rameuté le banc et l'arrière-banc de la presse. C'est pas tout à fait comme ça qu'on libère des otages. Et puis il y avait eu surtout cette déclaration de Philippe Brett qui disait sur Europe 1, je suis avec les otages, etc. Donc bon, vis-à-vis des familles, c'est quand même pas très... sympa. Alors vous serez libéré le 21 décembre 2004, après 124 jours de captivité, 124 jours où vos geôliers auraient pu vous trancher la tête
Vous dites qu'ils pouvaient tuer comme ils respirent, quoi. Si un jour on vous apporte à manger, le lendemain on dit à notre geôlier il faut couper la tête aux Français, il le fait. Ce sont des gens qui sont un peu sur une autre planète, quoi. Et il y avait aussi des gens parmi eux qui étaient allés en Afghanistan, qui avaient dans les camps d'Al-Qaïda, qui nous tenaient des propos. Enfin bon. Vous vous êtes vu mal quand même là. À un moment donné, on a eu très peur. Oui. Quand ils nous ont menacés en novembre, ils nous ont dit les Français n'ont pas pris au sérieux la menace qu'ils avaient proférée quelques jours auparavant. Donc là, moi je me suis dit, il y en a un ou deux qui va y passer. Ouais. Et j'avais plutôt l'impression que c'était moi qui allais y passer. Donc j'étais là pendant 3-4 jours, c'était terrible parce que on voit la mort en face arriver. Donc on refait un peu sa vie comme aujourd'hui, mais dans des conditions plus difficiles. J'imagine, oui. Vous avez prié? J'ai beaucoup prié. Alors, le problème, c'est que je ne savais plus prier parce que je n'étais pas très pratiquant. Ouais. Et Christian davantage, donc je lui ai demandé qu'il me réapprenne notre Père. Et on a prié de manière presque mécanique, quoi. C'était des intentions de prière et on priait pour nos familles, pour les gens en France qui voulaient nous libérer. Enfin, on faisait des espèces de rafales de 7 ou 8 prières. Ça nous passait le temps aussi. On était devenus des automates, quoi, parce que... Et puis de commencer d'exprimer, de parler un peu, de sortir un peu notre peur, finalement, ça nous aidait beaucoup parce que quand vous êtes otage, vous ne parlez pas et vous emmagasinez tout, vous absorbez toute l'angoisse et donc après, il faut la faire ressortir lorsque vous êtes libéré. Ça nous a permis quand même d'évacuer toute cette peur qu'on avait accumulée déjà. Mais voilà. En dehors de la torture mentale que représente le fait d'être un otage, est-ce que vous avez eu à souffrir de torture physique? Non, on n'a pas été malmené physiquement. On a reçu 1 ou 2 baffes, mais on n'a pas été malmené comme l'ont été à côté de nous des otages macédoniens qui ont été tués ou leur chauffeur qui avait eu une balle dans la tête. Non, ils nous ont pas maltraités physiquement. Et vous donnez à manger, à boire? Un petit déjeuner le matin, du thé, une pomme à 14h et une cuisse de poulet le soir. Voilà. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, on perd quelques kilos. Alors, on va pas épiloguer sur la rançon, parce que vous avez déclaré, même si je le savais, je le dirais pas. Voilà. Alors, le Times a parlé de 15 millions d'euros, mais sans preuve, ils n'ont jamais... Non, je pense qu'ils ont dû avoir des papiers, des services irakiens, mais voilà, et comme vous le dites très bien, c'est le genre de choses dont il ne faut pas parler, parce que ça donne des idées à d'autres. Parce que vous dites quand même, c'est qu'un otage là-bas, ça vaut 2-3 millions d'euros, quoi. Peut-être, je sais pas. Ouais. Quand vous revenez en France, vous êtes connu parce que tout le monde s'est fait du souci pour vous. Il y a eu des manifs, on a parlé de vous à la télé, enfin, etc. Tout le monde a demandé votre libération, et commencé par Chirac, évidemment. Les médias ont beaucoup parlé de tout ça. Comment vous avez vécu cette subite notoriété? Quand on était otage, on s'est dit, on est des héros malgré nous d'un mauvais film noir dont on espère qu'il se termine bien. Bon, il s'est bien terminé. Les héros n'ont plus existé à leur retour en France. Et après, on a été invité chez vous, on a été invité ailleurs, on a fait c'était aussi, je pense, salvateur pour nous de parler, de nous exprimer. Voilà. Et puis après, au bout de 3 semaines, je me suis retiré dans ma campagne, là-bas, avec les miens. Quelles ont été les réactions de votre entourage pendant toute cette affaire? Mes parents, mon père était censé être plus fort et ma mère quand même un petit peu fragile, un peu dépressive, etc. Et alors donc moi je me faisais beaucoup de soucis pour ma mère, je me disais elle est down, elle est complètement effondrée. Et en fait c'était le contraire, c'est mon père qui s'est effondré dès le départ et ma mère qui a bien résisté. Et après j'ai vu un psy qui me dit mais c'est souvent en général les femmes sont plus fortes que les hommes. Quel a été le pire moment de toute cette histoire? Le pire moment, c'est la menace en novembre, lorsqu'on nous a dit les Français vous abandonnent, l'un d'entre vous va être tué. Pendant 4 jours, là, vraiment, il y avait un silence de mort dans notre geôle. Chaque bruit métallique, on imaginait qu'il préparait le bio. C'était terrible parce que, vous avez peur de mourir quand même. J'imagine que le meilleur moment de tout ça, ça a été l'annonce de votre libération. Oui, mais si vous voulez, ça a été progressif, mais c'est aussi ce que... Si vous voulez, moi je me disais parfois, quand on va être libéré, on va sauter de joie, etc. Et finalement, quand on a été libéré, on n'a pas sauté de joie parce qu'on avait toujours un peu la carapace qu'on s'était construite, etc., pour endurer les mauvais moments. Et finalement, ensuite, après, ça prend 5-6 mois avant de sortir de ce tunnel, quoi. Alors, aussitôt que vous arrivez, évidemment, vous êtes débriefé par les services secrets français, mais vous... Déjà à Bagdad. Ah oui. Voilà. On est arrivé dans une maison que je connaissais d'ailleurs, qui était
la maison, on peut le dire, du chef de poste de la DGSE. Et immédiatement, un médecin est venu nous voir pour voir dans quel état on était. Et comme il a vu qu'on était à peu près dans un état qui nous permettait de répondre à les questions, immédiatement, on a été interrogé pour avoir le maximum d'informations. Et puis le lendemain, effectivement, on a été... Donc en arrivant à Paris, ça recommence, effectivement. Et vous rentrez assez rapidement dans votre famille, dans votre village natal, où là, vous faites une conférence de presse dans la salle des fêtes. Et voilà. C'est bien. Oui, non, c'était... Moi, j'avais quitté ce village il y a très longtemps, mais bon, c'est le village où vivent mes parents, où j'ai grandi. Et c'est vrai que tout le monde me connaît là-bas, et tout le monde connaissait mes parents. Donc, voilà, ils étaient contents de me retrouver quand même. Donc, il y avait une communion. C'est vrai que quand on vient d'un petit bled paumé, c'est plus difficile d'être discret que si on habite Paris, etc. Donc, alors là, vous indiquez qu'après 11 ans d'expatriation, vous voulez revenir en France. Vous dites, j'ai décidé de faire ma vie avec Sylvie. Oui. Donc là, vous restez en France. Voilà, je reste en France. J'avais envie de revenir. Bon, 11 ans, c'était un bon bail. Et ça suffisait, quoi. Et j'ai repris le travail 2 mois après. Et puis, 15 jours après, je suis reparti en Jordanie. Ah oui, quand même. Parce que je me suis rendu compte, finalement... Quand j'ai décollé de Bagdad, à bord du Transal, je me suis dit, bon... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que j'ai eu le virus? Je me suis bien éclaté. Mais là, bon, le coup de bambou a été quand même assez sévère. Est-ce que je vais avoir envie de revenir dans cette région, etc. Ou sinon, je vais faire un rejet. Et donc, en mars, quand j'ai repris le travail, j'ai dit à mon chef... J'ai envie de m'occuper du Moyen-Orient comme je le faisais avant. Et donc, un mois après, je suis retourné en Jordanie. Et voilà, quoi. Bon, c'était un accident. Quand vous êtes là-bas... Vous y pensez quand même? Au début, oui. Puis j'ai couvert beaucoup l'Irak, donc à partir de la Jordanie. J'ai revu pas mal d'Irakiens, notamment des gens qui étaient plus ou moins proches de l'armée islamique, tout ça. Non, j'y pense. Quand je suis allé à Gaza en 2008, j'ai fait une enquête sur Al-Qaïda à Gaza. J'ai eu un rendez-vous nocturne un peu improbable. Et au dernier moment, je me suis dit non, je n'y vais pas. J'ai pas envie de me retrouver... Est-ce que vous êtes nostalgique quand même de cette époque? C'est vrai que ça a été l'aventure de 94, je vous dis, à 2004. Quand vous êtes loin, vous êtes indépendant. J'allais en Irak, j'allais en Iran, j'allais en Jordanie. Et donc, c'est vrai que c'était l'aventure. Et voilà, donc j'ai bien réalisé mes rêves, quoi. Ça a failli mal se terminer. C'est la vie. C'est Maktoum, comme on dit en arabe. Si c'était à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Peut-être, je sais pas, ce vendredi matin 20 août, je prendrai une autre route. Je prendrai une autre route, je sais pas. Mais bon, je suis pas du genre à me poser ce genre de questions, quoi. La vie, elle est faite, et puis voilà, c'est plutôt le futur qu'on essaie de voir. Le jour où vous allez mourir, ce que je souhaite être le plus tard possible, vous voulez qu'on écrive quoi sur votre tombe? A bien vécu ses rêves. Ah, très bien. Georges, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. J'accueille Corinne Hermès. On a parlé à retrouver Corinne Hermès dans le 14e arrondissement de Paris. La chanteuse démarre sa journée en musique, elle se rend chez son fournisseur de guitare. Tout ce qui est technique, eh bien c'est Olivier. C'est mes copains, ce sont mes amis. Et le deuxième qui vient d'arriver, c'est Daniel. Bonjour Daniel, ça va? Bonjour. Et Daniel, c'est tout ce qui touche les guitares. Parce que j'ai un grand problème, moi, malheureusement, comme je suis gauchère. Donc trouver des guitares, c'est un peu compliqué pour moi. Et là, Daniel vient de m'en trouver une. Ah ouais, elle a un bon son, hein. Loin des envolées sirupeuses de l'Eurovision qu'elle a remportée en 1983, Corinne préfère aujourd'hui les rythmes plus tranchés du rock. Écoute, Daniel, je te remercie. Allez, à jeudi, hein. Corinne Hermès habite en banlieue parisienne, à Arcueil, dans une maison refaite à neuf.
La chanteuse, également compositrice, y a installé son studio d'enregistrement sous le toit. Bienvenue dans mon antre, voilà. C'est ici que je travaille et que je compose, entourée de mes petits anges. De temps en temps, je me lâche et j'aime bien partir sur des musiques lyriques comme ça. Ça me fait du bien, enfin, j'adore ça, ça me détend. You know forever. Come on, how you insane. Les récompenses d'hier ornent les murs et les étagères. Là, c'était le Grand Prix Eurovision, que j'avais donc la chance de gagner en 83. Puis ça, ce sont les victoires de la musique. Parce qu'effectivement, j'ai eu les victoires de la musique aussi en 90, révélation de l'année. Elle est également amatrice de vin, une passion qu'elle partage avec un ami sommelier tout aussi rock'n'roll. C'est chez Bruno, donc, que je viens choisir mes petits vins. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Il va chercher, il trouve des petits viticulteurs comme ça. Il s'appelle l'esprit de l'horizon. L'esprit de l'horizon. Je trouve qu'il y a un côté blues. Oh, et c'est marrant que tu me dises ça, Bruno. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que le site que je suis en train de préparer pour ce nouvel album, c'est justement, c'est un horizon comme ça, tu sais, c'est très vaste et ça part loin comme ça, très très loin. Et tu me parles de l'esprit de l'horizon. Une communion d'esprit que Corinne partage en silence avec Bruno. Ouais, c'est bien, c'est bien. La chanteuse a maintenant rendez-vous avec François Baudin, un musicien avec qui elle compose son prochain album. Bonjour mon François. Ça va? Ça va et toi? Bah super. Mon François, ça t'embête pas si on ferme les rideaux? Non. Bah tu sais comme toujours, hein. Oh là là. Moi j'aime bien travailler dans le noir, tu le sais bien. Alors voilà. L'ambiance tamisée, la séance de travail peut commencer. Tous les deux se sont rencontrés au Café de la Danse à Paris en 2004. J'ai eu ce projet d'album acoustique. J'ai repensé à François, alors un jour je l'ai rappelé et puis je lui ai demandé s'il serait partant de venir avec moi sur cette aventure. J'ai dit oui, mais je trouve que c'est une voix, franchement, Corinne, c'est une voix exceptionnelle. Et c'est surtout une besogneuse, c'est une vraie travailleuse. Ok, fais-moi écouter, ouais, là, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est un peu James Bond. Ah oui, t'as raison, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Corinne se fait rare à la télé, exception faite au moment de l'Eurovision comme ce soir. J'ai fait un duo avec Julie Zenati, donc il faut pas que je sois en retard, parce que tu vois, j'ai rendez-vous dans peu de temps. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que je mette un turbo, un sacré turbo là. Direction la Plaine Saint-Denis. La chanteuse est attendue sur un plateau de France 3 pour interpréter sa chanson. Il fête les 55 ans de l'Eurovision. Puis, tout droit. Les répétitions ont déjà commencé. Ce soir, hommage sera rendu à ABBA, les mythiques gagnants de 1974. Corinne, elle, va reprendre en duo avec Julie Zenati la chanson de sa victoire, Si la vie est cadeau. Souhaitons à Corinne qu'elle réussisse encore à vivre 30 ans après de ses succès passés. Et maintenant, la lumière se rallume sur Corinne Hermès. Corinne, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Donc vous êtes née le 16 novembre 1961 à Lagny-sur-Marne, sous le nom de Corinne Bondeau. Tout à fait. Votre père avait une petite entreprise de store, et votre maman a été vendeuse dans le prêt-à-porter, puis elle a travaillé dans la mode. Vous grandissez dans l'Est parisien, entre Montreuil et la porte de Bagnolet, une enfance plutôt heureuse, joyeuse, dans un milieu modeste. Exactement, Thierry. Voilà. Très bien informé. Alors, depuis votre plus tendre enfance, vous écoutez assidûment de la variété internationale, Carly Simon, Roberta Flack, vous avez plutôt bon goût, et vous rêvez de chanter. On va dire que dès que j'ai pu parler, j'ai chanté. Ah bah oui. Et j'ai souvenir que j'animais déjà les fêtes à la maison. Et, ouais.
Et voilà, je pense que ça se dessinait déjà. Alors vous avez 10-12 ans quand vous commencez le piano et la guitare, mais comme il n'y a pas d'artiste dans la famille, évidemment, vous vous contentez de rêver, mais vous ne passez pas à l'acte, quoi. Et c'est en 1974, vous avez 13 ans, pendant les vacances, que vous remportez un concours de chant à Roquebrune-sur-Argent, et là vous vous dites le rêve peut devenir réalité, quoi. Ma famille découvre ma voix, et moi y compris. Ouais. Et c'est la première fois, en fait, que je chantais. J'avais déjà la voix de l'époque de l'Eurovision. Ouais. Et assez surprenant pour une jeune adolescente de 13 ans. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'animateur m'avait dit à ce moment-là. Ouais. Et ce jour-là, j'ai su que je serais chanteuse. Alors après ça, pendant 3 ans, vous faites l'école pendant la semaine, évidemment, et le week-end, vous chantez dans des soirées, dans des bals. Oui, j'ai fait donc 3 ans d'orchestre, 3 ans d'orchestre, et puis ensuite, la dernière année, je l'ai passée avec Jean-Claude Borelli. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, oui. Voilà, en tout cas, comment j'ai commencé mon métier de la scène. Alors, votre maman s'occupe vachement de vous, elle va vous chercher, elle vous ramène et tout. Oui. Et vous découvrez à l'époque, en fait, son rêve secret à elle aussi, c'était de devenir chanteuse. Oui, maman a toujours rêvé de chanter, danser, et à travers sa fille, elle réalisait vraiment son rêve. Elle avait une carrière par procuration d'une certaine façon. Exactement. Alors, vous avez 16 ans quand vous rencontrez le compositeur Jean-Pierre Millers, et vous commencez à enregistrer des maquettes, donc sur des chansons qu'il vous écrit. Oui. C'est lui qui vous présente à Claude Carrère, donc qui avait produit Sheila, évidemment, qui est un grand producteur. Et vous sortez un premier 45 tours qui s'appelle La ville où je vis, sous le nom de Corinne Miller. Ce sont des textes d'Étienne Rodagil. Ouais. Et savez-vous, Thierry, qui avait participé à l'arrangement de ces titres? Manu Katché. Ah, disons. Oui, Manu Katché qui, en fait, débutait à ce moment-là. Et quel talent, déjà. Comment s'est passé ce premier 45 tours avec Claude Carrère? Oh, très bien, très bien. Le disque s'est bien vendu, le premier? Marcheté. Alors, le jour où vous enregistrez ce premier titre, dans le studio d'à côté, il y a Étienne Rodagil, Jean-Pierre Bourter, Jean-Claude Petit, qui travaillent sur un opéra rock intitulé 36 Front Populaire. Et quand ils vous entendent, ils décident que vous serez la vedette du spectacle. C'est incroyable. Oui. Quand j'enregistre donc mon premier single, Bernard Restardi, arrangeur de Claude François, Michel Sardou et bien d'autres, était dans le studio d'à côté avec toute une équipe. Et ils étaient en train de finaliser les arrangements de cette comédie musicale 36 Front Populaire. Voilà. Et pendant une de leurs pauses, Bernard est venu chercher un micro et il m'entend. Il m'entend chanter, me prend par la main, m'emmène à côté, me fait écouter un morceau, me demande si ça me plaît. Et là, vous imaginez ma réponse, c'était grandiose, magnifique. J'ai eu 10 minutes, montre en main, pour l'apprendre. Et à la fin du titre, il me proposait le premier rôle auprès de Julien Clerc. Mais il faut quand même vous dire que ça faisait 1 an qu'il recherchait donc l'interprète qu'il n'avait pas trouvé. Tout aurait pu démarrer à ce moment-là, évidemment, sauf que le spectacle n'a jamais été monté. Exact, Thierry. Et là, seul le double album a existé, mais pas le spectacle pour des raisons politiques, m'avait-on dit. Oui. En 1981, vous vous retrouvez au Paradis Latin, où Jean-Marie Rivière vous confie le rôle de Liza Minnelli dans sa revue Cabaret. Donc ça, quand même, bon, ça va. Mais là, Thierry, j'en ai bavé. J'en ai bavé, parce que Jean-Marie Rivière était tellement exigeant, très sévère, et il voulait que tout soit parfait. Alors c'était col en résille, talon aiguille, chapeau de forme, et il me disait, vas-y ma poule, descends, va dans le public, remonte, descends, reviens. Enfin, grâce à lui, je peux dire quand même que j'ai appris la précision de la mise en scène, et je garde vraiment un merveilleux souvenir de cette rencontre. Donc vous y restez 2 ans, et un jour, Jean-Pierre Millers vous fait écouter la maquette d'une chanson intitulée « Si la vie est un cadeau ». Voilà. Et là, vous flashez complètement sur le titre. Quand il l'entend à son tour, le producteur Haïm Saban, qui est futur tycoon de la télévision, de la musique aux États-Unis, décide de proposer cette chanson au Grand-Duché du Luxembourg pour le représenter au concours de l'Eurovision en 1983. Tout va très vite à ce moment-là, on fait la maquette et il décide de l'envoyer au Luxembourg pour la présenter à l'Eurovision. Enfin, je précise, RTL qui faisait à ce moment-là la sélection des auditions pour l'Eurovision. Voilà. Alors le 23 avril 1983, devant 500 millions de téléspectateurs, vous gagnez le concours. D'abord, je réalise un rêve. Et c'est vrai que
le fait d'avoir gagné ce concours, bien, on va dire que ça m'a permis de faire une carrière internationale. Oui. Donc les demandes venaient de partout. Je suis partie au Liban, en Espagne, en Italie, enfin. Et c'est-à-dire, vous êtes la dernière Française à avoir gagné l'Eurovision. Pas pour la France, mais pour le Luxembourg. Malheureusement, à mon grand regret. C'est vrai que j'aurais voulu représenter mon pays, mais la vie en a voulu autrement. Et là, en fait, vous faites un succès mondial, une carrière internationale. Pendant 6 ans, en fait, vous allez tourner partout. Cette célébrité ultra rapide, vous l'avez vécue comment, Corinne? Tout va très vite. Je l'ai bien vécu, très bien vécu. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Mes parents étaient fiers, bien sûr, et surtout maman, effectivement, qui aurait tant aimé faire ce métier, danser, chanter, et mon père, quand il me présentait systématiquement, disait je vous présente ma fille, Corinne Hermès. Les rapports avec les médias, c'était comment? Ça s'est bien passé? Dans l'ensemble, très bien. Oui. Oui, dans l'ensemble, très bien. Vous avez gagné de l'argent? Pas comme j'aurais dû... pas comme j'aurais dû avoir. Vous pensez que vous êtes fait un peu arnaquer par... Oui, on va dire qu'effectivement, si c'était à refaire, je pense que il y a des choses que j'aurais faites différemment. Pendant 6 ans, vous tournez dans le monde entier, mais à la sortie, vous n'avez pas énormément d'argent. On va dire qu'aujourd'hui, grâce à l'Eurovision, donc j'ai pu faire une carrière internationale, donc me produire énormément en concert, et cela m'a permis de mettre quand même de l'argent de côté pour acheter d'autres choses et d'être à l'aise. Donc heureusement de ce côté-ci, je suis tranquille. Mais sur un plan discographique, je suis d'accord avec vous, je me suis fait un peu avoir. Est-ce que cette célébrité vous a amené des rencontres amoureuses? Je n'ai pas vraiment vu la différence, Thierry. Ah oui? Non. Vous avez toujours eu du succès, c'est pour ça? Écoutez, que vous dire? En tout cas, je suis très heureuse. Alors, quel a été le meilleur moment de cette époque, Corinne? Le plus grand moment reste quand même ma victoire à l'Eurovision. Bien sûr, vous imaginez, Thierry, j'ai 22 ans, je passe devant 500 millions de téléspectateurs, je gagne, je passe en quelques minutes de l'anonymat à la notoriété, je parcours le monde entier, je reçois des disques d'or. Et le pire moment? Je pense que c'est quand tout s'arrête. C'est vrai qu'après un tel succès, le retour au calme, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Les gens vous appelaient plus, les télés vous appelaient plus, les journaux vous appelaient plus, vous êtes retrouvés... Oui, c'est un peu ça. Un peu ça. Vous en avez souffert? Oh, ce n'est pas le mot. Mais on se sent parfois un peu seul, c'est vrai. Alors ensuite, faites un album avec Raïm Saban, mais qui n'est jamais sorti dans le commerce. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien non, justement, justement, je ne le sais pas et je pense que je ne le saurai jamais. C'est bizarre. Il y a quand même 2 extraits sont sortis de cet album, Vivre à 2. Donc après l'Eurovision, il y a eu Vivre à 2 et Michael, mais l'album n'est jamais sorti. N'est jamais sorti. Vous pensez que ça aurait été bon pour votre carrière qui sorte ou... Oui, après une telle victoire, ça paraissait logique. Et vous, à ce moment-là, vous n'avez pas essayé de savoir ou de l'obliger à le sortir ou de... Vous savez, Thierry, à ce moment-là, j'étais, on va dire, un petit moineau. Un petit moineau et voilà. Ce n'était pas si simple. Vous n'étiez pas armé pour vous affronter au show business. Exactement. Oui. Si bien d'ailleurs qu'ensuite, je me suis effectivement bien sentie seule puisque j'ai quitté Raïm Saban, puisqu'il ne faisait plus rien pour moi, justement. Mais heureusement, j'avais toujours ces concerts un petit peu partout dans le monde. Alors après, vous faites quelques singles qui n'ont pas le succès, évidemment, de La vie est un cadeau. Vous réalisez que les chansons qu'on vous propose ne trouvent pas vraiment preneur dans les maisons de disques. Et là, vous avez un creux de carrière, on peut dire, malgré les concerts que vous faites. Oui, on va dire qu'il se passe des petites choses par-ci, par-là, mais on peut encore parler d'un petit creux. Alors, il y aura quand même, en 89, Dessine-moi, qui sera un beau succès quand même. Personne ne voulait de Dessine-moi. Et je ne sais par quel hasard, la chanson s'est retrouvée sur le bureau de Gérard Louvain. Et quand Gérard l'a entendue, il a dit « c'est un tube ». Donc, et c'est lui qui lance la machine.
Et ensuite, effectivement, les plateaux, l'été, enfin bon. Ça recommençait un petit peu à ce moment-là, absolument. Et c'était le top 50 pendant quelques semaines. Voilà. En mai 2006, vous sortez un album qui s'appelle Vrai, dont vous êtes la réalisatrice et la compositrice, qui a quand même un accueil assez mitigé, non? Oui, enfin, un album plutôt pop anglaise en mélodie française, je dirais. Ouais. Et bien pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Oui, c'est vrai, mais vous souffriez beaucoup de votre image de l'Eurovision, donc les gens n'ont pas abordé l'album comme un album de pop rock, en fait. Alors, effectivement, il y a ceux qui ont adoré. Ouais. Et d'autres qui l'ont ignoré pour, vous savez Thierry, pour ces histoires ces problèmes d'étiquette. Ouais. Ensuite, vous avez eu quelques ennuis de santé. Je dois, pour tout vous avouer, j'ai été un peu découragée. Bah oui. Et j'étais un peu découragée, et si bien que... Vous êtes déprimé un peu, quoi. Si bien que j'ai tout arrêté pendant 3 ans. Voilà. Vous avez fait quoi pendant ces 3 ans? Eh bien, je me suis... j'ai pris soin de moi pour me requinquer. Et aujourd'hui, c'est reparti. Bah oui. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque de l'Eurovision? Nostalgique, non. Même si je l'ai beaucoup aimé, cette époque. Alors, Corinne, si c'était à refaire votre carrière, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Avec l'expérience d'aujourd'hui, je pense que je choisirais mieux mon entourage, en tout cas des personnes qui penseraient plus à la réussite de l'artiste qu'à la leur. Oui, bonne réponse. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je vous dirais cadeau donné, cadeau repris. Ouais. Merci Corinne, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.